Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes en direct live sur la page de l'ESCA. Bienvenue à tous les participants. On va attendre à ce que les participants nous rejoignent pour ce webinaire qui est devenu quotidien à l'ESCA Tunisie. On vous promet toujours des sujets pointus et d'actualité. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Dites-nous bonjour, faites-nous coucou. Moi, je vais dire bonjour. Bonjour, Monsieur Bilel. Alors, on attend à ce que vous soyez plus nombreux pour commencer. J'espère que vous vous portez bien en ces temps de confinement et en ce mois saint de Ramadan. Bienvenue à tous. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Dites-nous bonjour, ça nous ferait plaisir. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. On va attendre à ce que vous soyez plus nombreux. Je sais que vous étiez nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Vous avez manifesté beaucoup d'intérêt et on sait que le sujet, c'est un sujet d'actualité. Alors, au début de chaque webinaire, vous avez pris l'habitude que je vous donne une idée générale sur notre école. Donc, nous sommes ESCA Tunisie, nous sommes situés à Sousse. Nous sommes associés avec ESCA France, qui est classée parmi les 15 premières écoles de commerce et figure parmi les écoles les plus prestigieuses de France. Grâce à ce partenariat, nous avons l'opportunité d'accorder à nos étudiants un double diplôme et une licence tunisienne en management, en marketing et en finance et un bachelor français. Le parcours, c'est un parcours de 3 ans de licence auquel on ajoute une 4e année en France, un semestre d'études et un semestre de stage, que ce soit en France ou à l'international. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de cette année en France, on obtient le bachelor français. Ce diplôme, il est triplement accrédité puisque ESCA France dispose des triples accréditations à l'échelle internationale, EMBA, AACSB et EKIS. Alors, nos étudiants ont aussi la possibilité d'effectuer un semestre d'études à ESCA Budapest, le campus d'accueil, puisque ESCA France dispose d'un campus à Budapest, d'un campus à Shanghai et notre campus en Tunisie, il a été créé en 2018. Donc, ce campus d'accueil, il accueille toute la promotion en 2e année, au cours du 2e semestre, pour y effectuer des études de management, pour faire un échange interculturel, pour perfectionner son anglais puisque les études se font en anglais. Voilà une idée sur notre école. N'hésitez pas à nous contacter. Une infoline est mise à votre disposition, le 20 39 00 39 pour plus d'informations. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, comme je vous le rappelle toujours, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Voilà une idée sur notre école. On va entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nul ne peut contester que la pandémie du Covid-19 a engendré une crise économique et financière. Cette crise a fortement impacté le marché boursier. Et c'est là le cœur de notre sujet aujourd'hui. Pour en discuter, je suis ravie d'accueillir Monsieur Bilel Sahnoul, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. Bienvenue à vous, Monsieur Bilel, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour votre invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à ces thématiques-là, la bourse, bien entendu, les marchés financiers de façon générale et merci de me donner cette occasion de présenter et de répondre à vos questions. Merci à vous, Monsieur Bilel. Alors, on va commencer avec le commencement, comme on dit. Une idée, Monsieur Bilel, sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les places boursières mondiales. Oui. Alors, la pandémie, en fait, elle a commencé par briser toutes les chaînes logistiques ou la quasi-totalité de la chaîne logistique
Elle a touché les sites de production et à leur tête le site chinois, la production chinoise qui alimentait un peu partout dans le monde toutes les industries, ça va du textile, l'industrie automobile, l'aéronautique et la pharma. Donc, le fait que cette chaîne logistique a été brisée, elle a été brisée parce qu'il y a eu l'arrêt de la production, mais également parce qu'il y a eu l'arrêt des moyens de connexion entre les différents pays, étant donné que le Covid s'est avéré un bon voyageur. Donc, il a fallu arrêter le voyage du Covid par l'arrêt des moyens de transport. Et du coup, on a eu un peu une paralysie de tous les outils de production. À cela vient s'ajouter une crise du pétrole. Et la crise du pétrole, non seulement elle est due à la baisse de la demande, due à l'arrêt de la production des usines et du transport, mais également à un problème politique entre les principaux producteurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et à réguler leur production. Ceci a conduit en fait la visibilité le virus, comment il allait se comporter et comment il allait se développer. Deuxièmement, on ne connaissait pas non plus la durée de la pandémie et de la propagation du virus. Et troisièmement, on n'arrivait pas à estimer, et on n'arrive toujours pas à estimer quelles vont les conséquences de cette pandémie. On n'arrive pas à la mesurer. Du coup, donc, face à tous ces aléas, les investisseurs et à leur tête les grands fonds d'investissement en face de beaucoup d'inconnus, et ils se sont mis à retirer l'argent, ou entre guillemets à sauver l'argent qu'ils avaient placé dans les places boursières et dans les marchés financiers pour se mettre sur une position défensive et pour les placer dans des produits moins risqués, des produits très souvent monétaires ou des créances ou des dettes souveraines sur des marchés développés. Donc, il y a eu des retraits et des retraits massifs des pays émergents. La conséquence de tout ça, quand il y a des retraits massifs, il n'y a pas la demande en face. Donc, il y a eu des baisses et des baisses très, très importantes. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, là où le pic, où on a eu une propagation de la pandémie, je pense qu'il y a eu des chutes allant de 25 à 35% en fonction des pays, en fonction des pays et de la nature de la composition des bourses dans ces pays-là. Voilà. Voilà. Alors, pour parler de la Tunisie, nous avons remarqué que le tableau était moins catastrophique, si je peux dire, malgré la régression de l'indice de référence Tunindex, une régression estimée à peu près à moins de 12%. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et quel est l'impact de cette régression en matière de chiffres, M. Bilel? Oui. Donc, si en comparaison par rapport aux autres bourses qui ont baissé de 25 à 35%, si la bourse de Tunis a limité, si j'ose dire, la chute à moins 12%, comme vous l'avez si bien dit, c'est une baisse très modérée et relativement, on peut s'estimer heureux en comparaison. Mais cela n'empêche pas quand même que cette baisse, si on doit la chiffrer, elle représente 2,5 milliards de dinars dans la capitalisation boursière. Bon, les gens parlent d'une perte, mais ce n'est pas une perte parce que la perte, on ne la constate que si on réalise le portefeuille. Mais potentiellement, c'est une perte tant qu'on n'a pas encore recouvré cette baisse-là. Voilà, pour répondre à votre question sur le poids de ces moins de 12% sur l'investissement, le volume des investissements globaux en bourse. D'accord. Pour que cette régression reste modérée, M. Bilel, qu'est-ce qu'a fait exactement la Bourse des valeurs mobilières tunisienne? Quelles sont les mesures qui ont été adoptées? Alors,
le fait qu'on a réussi à contenir cette régression à peu près à moins de la moitié de ce qui se passe un peu partout ailleurs, c'est dû à trois raisons. Il y a deux raisons structurelles et une raison conjoncturelle. La première raison structurelle, c'est la faiblesse des investisseurs étrangers dans notre bourse. Fut un temps, c'était un inconvénient. On n'arrête pas de dire qu'il faut que les investisseurs étrangers soient plus importants, qu'ils animent plus la bourse. Mais aujourd'hui, c'est devenu, c'est avéré comme un avantage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties d'investisseurs étrangers de la bourse de Tunis, étant donné qu'ils sont très très faibles. Je vais l'illustrer par quelques chiffres. Dans la capitalisation boursière globale, les investisseurs étrangers représentent à peu près 25%. Et dans ces 25%, il y a 23%, c'est des investissements stratégiques de très très long terme. C'est les maisons mères de leurs filiales, dans leurs filiales tunisiennes, comme Tijeri Wafa Bank dans la Tijeri, la BNP dans l'UBCI, la Société Générale dans l'UIB, le groupe Cassel dans la SFBT. Donc, c'est des participations qui n'ont pas l'intention de quitter le pays, sauf si ces groupes-là décident de partir. Et qu'est-ce qui reste sur les 25%? Il ne reste plus que 2% qui ont un caractère volatile et qui pourraient être tentés de vendre, de liquider leur position et de partir. Ces 2% sont très faibles, comparativement à 50% au plus qu'on trouve dans d'autres pays émergents. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas eu ces retraits massifs d'investisseurs étrangers qui n'ont pas affecté comme cela a été fait ailleurs. La deuxième raison stratégique, c'est nos volumes. Nous sommes une petite bourse et nos volumes de trading sont très très faibles et sont portés par des petits porteurs, des personnes physiques. Nous ne sommes pas une bourse avec des institutionnels. On n'a pas beaucoup de fonds d'investissement qui investissent dans la bourse de Tunis et on a une présence très, très limitée des compagnies d'assurance ou des banques en tant qu'investisseurs sur la bourse. Là aussi, c'est un inconvénient d'antan, mais aujourd'hui, ça devient un avantage parce que les institutionnels, quand il y a un mouvement baissier, ils sont presque obligés de vendre pour limiter la baisse, constater la contre-performance et rendre compte à leurs actionnaires. Le petit porteur ou la personne physique est un peu plus rationnel dans son raisonnement. Il n'y a pas un effet de panique et un effet moutonnier. L'investisseur, la personne physique, raisonne comme si elle attend des jours meilleurs. Donc, elle ne réalise pas la perte aujourd'hui, elle attend, elle dit rationnellement, la crise, on va finir par la surmonter, Corona va passer, il y aura une reprise, donc j'attends, je ne réalise pas ma perte et ça va repartir par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de vente, il n'y a pas un effet de panique et un mouvement de foule vendeur sur les actions. La troisième raison, elle est conjoncturelle. Nous avons anticipé très tôt une des règles du trading en bourse. En fait, avant, un titre coté à la bourse de Tunis pouvait faire des fluctuations de plus ou moins 6% par jour. Donc, on a pris la décision avec le Conseil du marché financier très très tôt, dès le déclenchement de la pandémie, dès qu'on a commencé à voir sur les autres places l'effondrement des cours, on s'était dit qu'on va réduire, on a ramené la possibilité de fluctuation des cours boursiers à plus ou moins 3% au lieu de plus ou moins 6%. Donc, on a divisé la fourchette par 2. Et comme ça, nous avons donné la chance et la possibilité aux investisseurs de digérer ce qui se fait dans une limite de 3% et qu'il n'y ait pas un affolement et un effet d'entraînement
très mauvais à la baisse, qui a été observé un peu partout et qui a également obligé des bourses de fermer quelques heures, voire quelques jours, pour contenir cette baisse brutale de leurs indices. D'accord. Alors, avant de continuer cette discussion, je tiens à rappeler à tous les participants que ce webinaire reste interactif. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On va essayer d'y répondre à la fin de ce webinaire. Mettez-nous vos interrogations, vos demandes sur ce sujet en commentaire, s'il vous plaît. Alors, pour continuer, Monsieur Bilal, donc en cette période de confinement général, comment assurez-vous le fonctionnement en interne du marché boursier? Dieu merci, nous avons un plan de continuité d'activité qui était très très bien élaboré il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, ça nous a permis, ce plan de continuité d'activité, il nous a permis d'être capable de travailler à 100% en télétravail. Aujourd'hui, on est peut-être en moyenne entre 3 et 5 personnes à venir à la bourse, c'est par souci de conscience plutôt que par nécessité de travail. Et le plan de continuité, il a fait ses preuves, il a marché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas fermé une seule heure et on a continué à offrir les mêmes services. Et l'avantage de pouvoir continuer à travailler de la même façon, c'est qu'aujourd'hui, la bourse reflète la vraie valeur des titres au gré de la conjoncture. Malgré la conjoncture, nous pouvons nous targuer que ça reflète la valeur boursière des titres a déjà digéré l'impact de la pandémie. Ce n'est pas le cas des autres bourses qui ont fermé des jours. Au moment d'ouvrir, ça repart dans des mouvements baissiers énormes parce qu'ils n'ont pas eu cette chance de pouvoir valoriser au jour le jour l'évolution de la pandémie et elle n'a pas reflété la juste valeur au gré de la conjoncture. Donc ça, c'est un point très très positif et je tiens à remercier toutes les équipes de la bourse qui travaillent déjà chez eux aujourd'hui et qui ont continué à assurer ce service et que les investisseurs et les intervenants n'ont pas du tout senti un quelconque changement par rapport à un fonctionnement normal de l'activité. Voilà. Voilà. Et on les remercie aussi et on les félicite par la même occasion. Je sais que c'est pas facile de travailler en ces temps durs de confinement général. Alors, ma prochaine question serait, Monsieur Bilal, ces derniers jours, nous avons enregistré une évolution positive de notre marché financier. Est-ce là un début de rétablissement? Je pense c'est pas qu'en Tunisie qu'il y a eu ce début de rétablissement des marchés financiers. On l'a observé également sur d'autres places. Et je pense que c'est une réaction suite à un peu le fait que les courbes commencent à se tasser, à s'aplatir un peu partout dans le monde, que la propagation du virus n'est pas ce qu'elle était il y a 3 ou 4 semaines. Et je pense que c'est une réaction normale. C'est qu'on est en train de voir le bout du tunnel, Inch'Allah, et qu'on est en train de contenir cette pandémie. C'est vrai qu'il y a sur les 2 dernières semaines, l'indice a pu retrouver à peu près 2 à 3%, même si hier et aujourd'hui, il est reparti dans un territoire rouge, mais ce n'est pas grave, hein, j'espère que ça va repartir. Mais je pense que cette tendance corrective haussière, elle est due au fait que globalement, à l'échelle planétaire, il y a une amélioration de la situation et de la pandémie. Voilà. D'accord. Alors, il y a des participants qui nous saluent, qui vous saluent personnellement, Monsieur Bilal. Il y a Raouda Ben Amer qui nous dit bonjour. Bravo, Monsieur Sahnoun et à toute l'équipe pour cette initiative.
Merci à vous, Raouda. Il y a Enis Mneja qui nous dit bonjour et merci pour ce webinaire. Bienvenue à vous tous. Il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Alors, je profite aussi de cette occasion, Monsieur Bilal, de vous parler du programme Investia qui a été lancé par la Bourse de Tunis. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale sur ce programme? Et il y a une question qui nous a été envoyée par mail. C'est pour quand la première introduction en bourse de la première entreprise du programme Investia? Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce programme, une idée générale, s'il vous plaît, Monsieur Bilal. Alors, Investia, c'est un programme qui est financé par un don de la coopération britannique. Il est piloté par la BAD avec le ministère des Finances. Et c'est un programme qui est destiné à accompagner 120 PME pour lever des fonds non bancaires. Comme on sait tous, la problématique des entreprises et des PME en Tunisie, c'est qu'elles ont un recours massif à l'endettement bancaire et du coup, elles se trouvent un peu étranglées dans leur capacité de développement. Donc, on essaie, à travers ce programme-là, de diversifier les sources de financement. Et dans ce programme, il y a 3 sources de financement possibles. Il y a les émissions d'emprunts obligataires, il y a l'ouverture de capital aux investisseurs en capital, au capital risque, et il y a l'introduction en bourse sur le marché alternatif, le marché des PME. Donc, le programme, ce programme-là, il n'est pas destiné exclusivement à l'introduction en bourse. Donc, c'est les 3 formules différentes. Et on n'oblige pas les entreprises qui s'inscrivent dans ce programme à aller jusqu'au bout. Juste, on est là pour leur dire, pour leur montrer ces 3 possibilités, les accompagner et les faire accompagner par des spécialistes en la matière avec un programme un peu à la carte. Aujourd'hui, le programme, il a été lancé fin 2019 et on est en phase de sélection des entreprises et d'entretien avec les entreprises pour les préparer. Parce que entre la sélection et pour que l'entreprise soit prête à aller sur le marché alternatif, il y a certainement pas mal de sujets sur lesquels elle doit travailler, entre autres sur son système d'information, sur la divulgation des informations destinées au public et au marché, sur son modèle organisationnel. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et nous espérons, nous pensons qu'une entreprise, en fonction de sa maturité, nécessite un accompagnement entre 6 mois et 18 mois. Donc, pour répondre à la question, j'espère que les premières entreprises arriveront à la bourse vers la fin de cette année, étant donné, malheureusement, on a eu quand même un petit frein sur le programme pendant ces 2 mois de confinement, mais là, on est reparti, on repart, même en télétravail, on repart avec les entreprises. Toute la partie contact physique se fera par la suite. D'accord. Et il y a une autre question, je pense, Proact, on a répondu à votre question. Il a posé la question programme Vestia, est-ce possible de nous en parler? Je pense qu'on a répondu à votre question. Oui. Alors, juste oui. pour tout le monde, nous avons une plateforme investia-entreprise.com où n'importe quelle entreprise peut s'inscrire. Et j'invite les entreprises à s'inscrire. D'abord, le fait de s'inscrire sur une plateforme, ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. Et c'est même, on a fait exprès, c'est l'unique moyen de s'inscrire à ce programme-là, c'est de passer par cette plateforme. Une fois l'entreprise est inscrite, les experts derrière vont prendre le relais, ils vont entrer en contact avec elle, compléter le dossier et les accompagner dans toutes les phases. D'accord. Alors, il nous reste encore 15 minutes, Monsieur Bilal. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Bon, on a trop parlé de Covid et de l'impact. Et je pense qu'on a beaucoup d'étudiants avec nous aujourd'hui qui nous écoutent. Je pense que le rôle de la bourse, malheureusement, il doit être
la bourse doit jouer un rôle beaucoup plus important dans le financement de l'économie. Et moi, j'aime bien les chiffres, donc je vais donner encore 2 chiffres. Nous, en Tunisie, la bourse de Tunis contribue au maximum à hauteur de 10% dans le financement de l'économie. Dans les marchés émergents, la moyenne, elle est de 30%. Donc, nous sommes vraiment très, très faibles en termes de financement de l'économie. Pour qu'on joue notre rôle, on doit travailler sur deux composantes. Une composante de l'offre, donc il faut que la bourse soit très diversifiée et qu'elle propose beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs. Malheureusement, là aussi, à ce niveau, on a une capitalisation très, très faible et on a peut-être la moitié des secteurs qui composent le PIB de la Tunisie qui ne sont pas représentés à la bourse. Je vais en citer quelques-uns. Aujourd'hui, les télécoms ne sont pas représentés, l'énergie et mines, le textile, le tourisme, l'agriculture. Enfin, il y a des pans entiers de l'économie qui ne sont pas représentés. Et donc, on n'a pas une offre très diversifiée, ni sectorielle et ni de taille. Parce que nous avons, en dehors des banques et quelques grands groupes privés, tout le reste, c'est des PME dans notre bourse. Malheureusement, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui cherchent de grandes entreprises dans lesquelles elles investissent parce que ces grandes entreprises offrent à la fois une pérennité et une viabilité de leur business model si elles ont atteint un niveau de maturité, un niveau de taille, donc c'est une pérennité pour l'investisseur, mais aussi ça offre une liquidité. Il y aura, les grandes entreprises auront toujours un attrait pour les investissements, donc il y a une liquidité qui se crée autour de ces entreprises et qu'un investisseur qui met de l'argent, le jour où il veut partir, il trouve facilement une contrepartie. Malheureusement, une très grande majorité de ces entreprises-là sont toujours dans le giron de l'État et ça nécessite une volonté politique, une décision politique pour les coter à la bourse et donner du volume à notre bourse et donner de l'attrait. Sur le deuxième point, c'est j'ai parlé de l'offre. Il nous manque maintenant la demande. La demande, aujourd'hui, elle est également liée à l'offre parce qu'on ne peut pas attirer aujourd'hui des investisseurs avec une bourse très faible, mais elle n'est pas faible que de par ses volumes. Elle est aussi faible de par la diversité des produits financiers qu'elle propose. Aujourd'hui, on propose des produits cash, des produits d'action ou de dette, mais on n'a pas de produits sophistiqués. Il n'y a pas de... Et là aussi, la législation sur laquelle on travaille, qui doit changer parce qu'elle remonte à 1994, elle ne nous permet pas encore d'émettre et de lancer de nouveaux produits sophistiqués, des produits complexes tels que les dérivés ou autres, mais peut-être aussi que notre marché ne s'y prête pas encore. Alors, nous avons une question qui nous vient par rapport, voilà, une question de Moufid Karay Sibilel. Je vais la mettre sur l'écran. Pouvez-vous nous donner plus d'idées sur le PCA de la Bourse de Tunis? Merci Moufid, c'est un ami. Le PCA de la Bourse de Tunis, il est composé de trois niveaux. D'abord, un niveau d'accès distant, sécurisé, au cas où, comme on est aujourd'hui, au cas où il y a une impossibilité d'atteindre le siège. Le deuxième niveau, c'est d'avoir un site déporté, et là on est en cloud avec Tunisie Télécom, pour éventuellement, si on a un problème quelconque sur notre site, on a la possibilité de basculer sur le deuxième site à H+2 avec les mêmes services. Et le troisième, c'est d'avoir les deux à la fois. Donc, on n'a pas l'accès au site et on n'a pas l'accès physique
et on n'a pas non plus l'accès des équipements, le data warehouse du siège n'est pas fonctionnel. Et là, on est capable, sur le 3e niveau, de travailler à distance sur un site déporté. Tout ceci est supporté par une certification ISO 27001 qui sécurise l'ensemble de ces installations, de ces réseaux. Et on est fiers d'avoir obtenu pour la 3e année consécutive la meilleure note en Tunisie de la sécurité informatique, ce qui doit rassurer les investisseurs, ce qui doit rassurer également les sociétés cotées et tous les intervenants. Voilà, j'espère avoir répondu assez Moufid. Merci beaucoup, Monsieur Bilal. Alors, on a un autre message de créateur culinaire Karim qui nous dit: dommage, je suis arrivé un peu tard. Alors, c'est pas grave, je vous informe tous que la vidéo restera enregistrée sur notre page Facebook. Vous pouvez la revisionner par la suite. Alors, Monsieur Bilal, nous avons une autre question qui nous vient de Yard. J'espère que je prononce bien l'Afif. La première partie, je pense qu'on a répondu à la première partie de la question. Quelles sont vos projections concernant la réactivité de la bourse suite au déconfinement et au retour de l'activité? Quelles valeurs pourraient profiter de ce retour et celles qui auront des difficultés? Alors, juste pour rappeler, nous, on est une place de marché. Donc, la bourse de Tunis, on ne fait pas d'activité commerciale et on ne lance pas, on n'encourage pas les gens à acheter ou à vendre tel ou tel secteur ou telle société. Donc, ce n'est pas notre rôle. Nous, on doit être équidistant par rapport à tous les acteurs, à toutes les sociétés, à tous les secteurs et à tous les investisseurs. Donc, on ne fait pas, il n'y a pas de mesure spécifique pour que la bourse, ce n'est pas pris en charge, ce n'est pas la bourse qui doit le faire pour que notre indice retrouve des couleurs vertes. C'est aux sociétés cotées de communiquer sur le fait qu'elles ont su redresser la barre et surmonter. Ah, on a perdu M. Bilal. C'est également voilà. aux investisseurs de bien apprécier comment ces sociétés ont été impactées ou pas par le virus et si à la sortie et au déconfinement, elles sont capables de repartir de bon pied ou pas. Cela étant dit, je suis persuadé que, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de secteurs qui sont frappés de plein fouet, comme les transports, à l'exception de Tunisair qui est là-dedans, ou ou le pétrole, ou l'hôtellerie, donc on n'a pas les secteurs qui sont vraiment touchés en premier et qui sont touchés pour une période encore très longue à venir. Je pense que globalement, là aussi, on est mieux loti que d'autres bourses et je pense que on a la capacité de rebondir plus rapidement et plus vite que d'autres places de marché. Alors, on a une autre question à vrai dire, il y a beaucoup d'interactions. Et là, vous m'entendez, Monsieur Bilal? Je ne vous entends pas. Peut-être un souci technique. Vous pouvez remettre. Et là, vous m'entendez, Monsieur Bilal? On a eu une petite coupure tout à l'heure. Je pense que… Je ne vous entends plus. On vous laisse quelque temps pour faire le réglage nécessaire pour que vous puissiez m'entendre. Monsieur Bilal, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, vous m'entendez? Vous pouvez m'écrire?
Alors, on passe à la question. Ah, voilà, on a une question les taux de d'emprunt Émilie. obligataires sont à deux chiffres. Actuellement, comment les entreprises vont-elles pouvoir supporter une telle charge financière? Aussi, les placements financiers offrent aujourd'hui une rentabilité meilleure que le marché des actions ou obligataires. Oui, bon, j'ai compris le sens je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, j'ai compris le sens de la question. Aujourd'hui, il est vrai que les placements monétaires sont fortement rémunérateurs. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Vous Oui, m'entendez? oui, Tout le monde m'entend? Est-ce que moi, tout le monde m'entend? c'est bon. Oui, ok. Moi, je ne vous entends pas, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à parler tout seul. Donc, par rapport à la question sur les taux, la rémunération des emprunts obligataires, des bons de trésor et surtout le monétaire. Aujourd'hui, le premier et le plus grand concurrent de la bourse, ce sont les banques elles-mêmes. Pourquoi voulez-vous qu'un investisseur vienne placer en bourse et prendre le risque des sociétés cotées à la bourse alors qu'il peut facilement trouver du 10% net en plaçant chez les banques? Donc, cette dérive des taux, vous m'entendez? Faites-moi Oui, signe. c'est bon. Oui, c'est bon. OK. On vous entend, Monsieur Cette, Bilal. cette dérive des taux fait que les gens sont en train de déserter la bourse pour aller placer l'argent dans le système bancaire. Je suis d'accord avec la question qui a été posée. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer de la sorte alors qu'il y a des places qui ont ramené à zéro les taux d'intérêt pour aider les entreprises à faire face à la reprise post-pandémie. Il y a eu un début déjà. La Banque centrale a baissé de 100 points de taux directeur. Plusieurs personnes jugent que ce n'est pas suffisant. Je fais partie de ces gens-là, pas sur le plan macroéconomique et monétaire, mais par mesure de protection de notre marché aujourd'hui pour que les marchés financiers puissent attirer des investisseurs. Il ne faut pas qu'il y ait un marché monétaire qui concurrence et qui surpaie les placements au risque de les dissuader de venir chez nous. Voilà. J'espère que vous m'entendez maintenant, Monsieur Bilal. Je pense que c'est un problème technique. C'est le live. Monsieur Bilal, vous m'entendez? Il suffit juste de faire un petit réglage. Moi, je vous entends très bien. Tous nos participants vous entendent. Vous m'entendez là, Monsieur Bilal? Je ne trouve pas. Écrivez-moi un message. Je ne trouve pas. Alors, consultez votre téléphone. Je vous ai envoyé un message. Alors, sinon, on va passer à la question suivante. Alors, il y a Rafika qui pose la question suivante. Est-ce que les titres des secteurs médical et agroalimentaire ont augmenté durant cette période de confinement? Donc, on attend à ce que M. Bilal fasse le réglage technique nécessaire. Alors, les messages, oui, on vous entend très bien. Merci pour votre retour. C'est bon. Voilà, c'est bon. Vous nous entendez? Le son est rétabli? J'ai retrouvé. Dieu merci. Il est rétabli. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Ce sont les conditions du direct, Monsieur Bilal. Alors, je disais une question de Rafika. Je vais vous montrer la question. Est-ce que les titres des secteurs médical et agroalimentaire ont augmenté durant cette période de confinement? Non, il n'y a pas eu de. Je pense que la baisse, elle a touché un peu tout le monde. Et on a vu un peu ailleurs que le secteur médical a repris, mais pas l'agroalimentaire. Je parle de façon générale un peu partout dans le monde. C'est le secteur médical qui a le plus qui a le plus profité à cette pandémie, mais pas vraiment l'agroalimentaire. D'accord.
Alors, il y a Riyad Kamoun qui nous dit, y a-t-il des projets d'avantages fiscaux pour inciter les sociétés d'être cotées en bourse? C'est par rapport aux avantages fiscaux. Il y a déjà des avantages. Oui, il y a déjà des avantages, des avantages qui sont déjà attribués. Aujourd'hui, une société qui se fait coter, qui met plus de 30% de son capital en bourse, profite d'une réduction de l'impôt de 10 à 15 points d'impôt sur les 5 années qui suivent l'introduction. À cela s'ajoute, pour les sociétés qui vont se faire un coté sur le marché alternatif, pour encourager les PME à se faire coter sur le marché alternatif, un autre dégrèvement, et quel que soit le taux de diffusion à la bourse, qui va être un dégrèvement de 100% la première année, 75% la deuxième année, 50% la troisième année et 25% la quatrième année. Donc, je pense que ces avantages-là, ensemble, sont très intéressants. Ce que nous essayons d'obtenir maintenant, c'est des avantages fiscaux pour les investisseurs. Nous avons le compte CEA, le compte épargne action, qui il est pas mal, il permet de dégréver jusqu'à 50% de l'impôt sur les personnes physiques. On essaye d'obtenir son équivalent pour des personnes morales, pour attirer des personnes morales à investir en bourse et en fait, on utilise un peu le slogan: les bonnes entreprises vont financer les moins bonnes, ou les grandes vont financer les petites. Voilà. Alors, à vrai dire, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de filtrer. Donc, il y a Jihen Hishri qui nous dit mesure du risque lié aux indices boursiers, Monsieur Bilal. Peut-être elle veut une idée sur les mesures du risque liées aux indices boursiers. Bon, là dans sa question, il y a plusieurs questions, en fait. Assez vague, c'est une question assez vague. Oui, d'abord, si elle parle d'outils de couverture des risques boursiers ou des indices boursiers, il n'y en a pas. Si elle parle aussi de produits financiers adossés à un indice boursier, ce qu'on appelle les ETF, c'est des produits qui répliquent le comportement d'un indice boursier, un indice sectoriel ou un indice global, etc. Là aussi, il n'y en a pas et la réglementation actuelle ne nous permet pas de les lancer. Donc, je réponds à mademoiselle Jihen, c'est que malheureusement, ces couvertures de risque et ces produits-là n'existent pas. D'accord. Alors, je pense qu'on va terminer par une dernière question. Pensez-vous qu'à long terme, je vais vous mettre la question, donc, pensez-vous qu'à long terme, la bourse est une alternative plus certaine pour placer son argent ou pour lever des fonds que les marchés financiers classiques? Aujourd'hui, les bourses ont tellement baissé, en fait. Théoriquement, ça ne peut être qu'une opportunité. L'investissement en bourse, c'est une opportunité avec les niveaux tellement bas qu'on a touché, et j'espère qu'on ne descendra pas plus bas. Il n'y a aucune raison, si on arrive à contenir la pandémie, il n'y a aucune raison pour qu'on descende plus bas. Mais l'investissement en bourse, c'est un investissement à moyen et long terme. Les gens ne doivent pas venir en bourse pour un rendement à 3 et 6 mois. Un rendement à 3 et 6 mois, il faut qu'il aille voir chez les banques. Mais en bourse, il faut être patient, il faut investir de l'argent, de l'épargne longue. Ce n'est pas de l'argent dont on aura besoin cet été pour ses vacances ou pour l'Aïd el-Kbir. Voilà. Il faut vraiment que ce soit de l'argent qu'on investit sur du moyen et du long terme. Là, je conseille de venir en bourse. Si c'est de l'argent facile ou des placements très rémunérateurs à très court terme, je dirais que c'est non et c'est très risqué.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je profite de ces quelques minutes pour poser la dernière question qui nous vient de Jihen Nishri. Est-ce qu'on a un marché obligataire en Tunisie? Oui, nous avons un marché obligataire en Tunisie. Ce marché-là, on y trouve les émissions des emprunts obligataires par les sociétés cotées ou non cotées, mais la majeure partie aujourd'hui des émissions se font par des banques ou des compagnies de leasing. Mais on y trouve également le marché de la dette de l'État. On y trouve la cotation de l'emprunt national qui a été lancé en Tunisie en 2014, mais également les bons de trésor, les différentes lignes de bons de trésor émises par le trésor tunisien, l'État tunisien, pour financer le budget. D'accord. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Monsieur Bilal Sarnoun, je tiens au nom de toute l'équipe ESCA à vous remercier infiniment. Merci pour votre disponibilité. Merci pour le temps que vous avez accordé à ce webinaire et pour toutes ces informations partagées. Merci à vous et bonne continuation et bravo pour l'ESCA. Merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Bilal. Je pense qu'il y a, en même temps, là, aujourd'hui, avec notre webinaire, il y a les mesures des confinements qui commencent à se dessiner. Et la Tunisie a besoin de se remettre au travail. Et le jour où on reviendra au travail complètement, il faut qu'on mette les bouchées doubles. On a besoin de travailler, il faut qu'on travaille. Travaillons, travaillons, travaillons. Voilà. Voilà, c'est le message positif de la fin, je pense. Alors, à la fin de ce webinaire, je tiens à remercier tous les participants. Merci encore pour votre fidélité. Merci encore pour vos messages. Comme chaque webinaire, je profite de l'occasion pour vous donner une idée sur les webinaires qui vont venir. Donc, premier webinaire, ça sera pour le 1er mai. Ça tombe bien, la fête de travail. On va parler l'importance de la valeur travail et l'importance du rôle social des entreprises en post-Covid. Nous serons ravis d'accueillir Madame Sahar Meshiri Kharrat, qui est une enseignante universitaire et directrice exécutive du magazine Le Manager. Alors, le 5 mai, nous aurons un autre rendez-vous avec Monsieur Slim Abdeljelil, qui est un enseignant universitaire et auparavant conseiller juridique auprès de la Banque mondiale et chargé de mission à la présidence du gouvernement, qui va nous parler des startups au temps du Covid-19. Donc, retenez ces deux dates. Le 1er mai et le 5 mai seront les rendez-vous de nos prochains webinaires. Soyez toujours connectés, portez-vous bien et au prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.